Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien d'actualité et d'information en Savoie-Mont-Blanc. Vous avez désormais l'habitude, vous pouvez aussi nous regarder sur Facebook en direct. Nous sommes le mercredi 28 novembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, la montagne à l'honneur pendant 4 jours à Chambéry. L'association Montagnard organise le 24e Festival international des métiers de la montagne. Je recevrai Christophe Rosset pour en parler. Vincent Poirier de BD Fugue viendra accompagner sur ce plateau pour parler bande dessinée. Et en fin d'émission, nous vous proposerons un atelier zéro déchet. Mais avant toutes ces réjouissances, Fanette, pour les titres du journal. Salut Fanette. Seb. Surgit de nulle part. Alors, on va parler notamment d'un exercice grandeur nature de sécurité incendie qui s'est tenu hier à Aix-les-Bains. Voilà, et c'était une première pour Aix-les-Bains. On en avait déjà parlé du côté de Chambéry, où effectivement aussi dans la vieille ville où il y a beaucoup de bois, etc. Il y a souvent des exercices. Donc première pour Aix-les-Bains, une 50aine de pompiers mobilisés. Il y a eu un petit live hier sur la page Facebook. Donc là, c'est le reportage complet. Puis on reparle des Gilets jaunes avec un village d'irréductibles. Voilà, ce sont eux qui s'appellent comme ça, le village d'irréductibles gaulois de Margencel. Ils sont installés depuis une dizaine de jours au niveau de gros ronds-points sur l'axe principal pour mener à Thonon. Donc c'est pas vraiment un barrage, mais comme ça leur... C'est plutôt bon esprit, on dirait. Voilà, c'est plutôt bon esprit. Et Jean-Paul Crespi a passé un petit peu de temps avec eux. Donc c'est vraiment l'ambiance, l'organisation, voilà. La revue de presse, on débute avec un petit coup de gueule signé Vincent Rolland sur Twitter. Voilà, le député savoyard Les Républicains a posté ça tout à l'heure. La majorité En Marche a rejeté un amendement porté par des députés de différentes sensibilités, dont Vincent Rolland. Il portait sur un aménagement des cotisations de l'assurance vieillesse acquittées par les moniteurs de ski et indépendants. Je vais essayer d'expliquer un petit peu de ce que j'ai compris. En fait, le dispositif actuel dissuade les renforts temporaires dont peuvent bénéficier les écoles de ski aux périodes de pointe. Donc des moniteurs qui viendraient enseigner pour une semaine, par exemple. En fait, ils ont l'obligation de payer une cotisation de 460 € à la CIPAV, qui est la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, même s'ils ne travaillent qu'une semaine. Donc, c'est pas forcément rentable. Donc, amendement rejeté pour le moment. Apparemment, ils attendent un rapport d'évaluation. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Un petit focus sur la piscine de Saint-Gervais, qui devient une véritable galerie d'art. Tout à fait, c'est un article à lire dans Carnet d'art. Donc c'est la piscine de Saint-Gervais. Saint-Gervais, il y avait déjà eu pas mal de street art, notamment au niveau du parking souterrain. Donc là, c'est au niveau de la piscine. C'est une œuvre de l'artiste Étienne De Fleurieux, The Big Pool. C'est une création monumentale et revigorante entre ondes et sommets, je cite l'article. Et donc l'idée, c'est de faire dialoguer deux éléments assez forts à Saint-Gervais, l'eau et la montagne. L'œuvre invite à la contemplation et évoque plusieurs thèmes chers à l'artiste, notamment le silence qui est exprimé par des infrasons qui prennent la forme d'ondes comme ça, comme on peut voir derrière lui. Ça a été aussi un vrai défi technique puisqu'il fait à peu près 27 degrés constamment dans la piscine. Donc il a fallu trouver une encre spéciale. Donc voilà, interview et en tout cas article complet dans Carnet d'art. Et puis toi, on continue à parler culture avec Musilac. Oui, les organisateurs ont annoncé les premiers noms, les premières têtes d'affiche pour l'édition 2019. Il y a du lourd. Notamment le groupe français à la mode Thérapie Taxi, je ne sais pas si tu connais. C'est le groupe qui monte, qui sera sur scène le 13 juillet. Et puis il y aura aussi des classiques. Franz Ferdinand se produira, lui, le 12 juillet pour la 4e fois sur le Musilac. D'autres habitués du festival sont aussi annoncés. 30 Seconds to Mars, Morcheba ou encore Christine and the Queen ou Jane, spéciale dédicace à Juliette. Elle se reconnaîtra. Tu l'as bien prononcé parce qu'il y avait débat. Donc voilà, ça annonce du lourd. La liste n'est pas définitive, évidemment. Tout au long de l'année, il va encore y avoir des nouveaux noms. Donc en tout cas, cette édition 2019 s'annonce déjà sous les meilleurs auspices. On espère juste que la météo sera plus clémente qu'en 2018 où on rappelle, à cause d'une tempête, il y a eu le dernier jour qui avait été annulé. Un écran qui avait volé. Et puis on parle fromage pour terminer cette revue de presse. Puisque certains passagers de la compagnie aérienne suisse vont pouvoir déguster une fondue typiquement suisse, justement, à partir du 1er décembre prochain. Alors, je rappelle la recette. Donc, une moitié de vacherin fribourgeois, une autre moitié de gruyère. La fondue sera accompagnée d'une petite planche de charcuterie. Cette offre gastronomique n'est malheureusement pas disponible sur tous les vols suisses, mais sur certains vols au départ de Genève, à destination notamment, j'ai choisi quelques villes, Malaga, Athènes, Stockholm, Moscou, Göteborg ou encore Lisbonne. Donc voilà, ça promet on va dire que c'est une façon de passer un voyage plus sympa. Par contre, je n'ai pas encore réussi à trouver le prix de cette prestation. À mon avis, il y a quand même un petit supplément. Je pense qu'il y a un petit supplément et puis les voisins apprécieront, ceux qui ne peuvent pas en manger. Merci Fanette. À tout à l'heure. Allez, on passe à notre rubrique Actu. Christophe Rosset, bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association Montanea. Vous êtes là notamment pour nous parler de la 24e édition du Festival international des métiers de la montagne. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Montanea? Alors Montanea est une association qui a été créée pour l'année internationale de la montagne pour faire la promotion de la montagne, de tous ces massifs français, pour essayer de faire dialoguer les massifs ensemble, de les rapprocher et de soutenir toutes les initiatives qui concernent la montagne. Avec tout ce qui se passe là depuis maintenant quelques années, notamment les changements climatiques et la sécurité qui en découle, là, ça a fait un petit peu évoluer votre mission? Alors notre mission, elle a évolué, mais elle n'a pas forcément évolué par rapport aux aspects climatiques. Mais aujourd'hui, Montanea est devenu un think tank, premier think tank de la montagne en Europe. On rappelle, un think tank, c'est un laboratoire d'idées. Un laboratoire d'idées qui, à terme, propose des mesures, des concrètes au pouvoir public à prendre. Et donc cette année, on aura la réunion des 2 premiers think tanks de Montanea. Alors je disais donc en introduction, 24e édition donc, du film, on connaît sous ce sigle, le Festival international des métiers de la montagne, du 6 au 9 décembre prochain. D'où il vient ce festival? Comment est-ce que vous avez l'idée? Alors ce festival, il a été créé pour l'année internationale de la montagne en fait, et on souhaitait faire un événement qui mette en avant la montagne. Et puis il a perduré dans le temps, et c'est aussi l'occasion de faire connaître notamment tout le public scolaire les métiers de la montagne, leur faire découvrir ces montagnes et les faire rencontrer des professionnels à travers une exposition. Cette année, vous avez choisi de mettre à l'honneur les femmes en mettant l'accent sur la féminisation des métiers de la montagne. Alors, pour chaque édition, ce salon il se tient tous les 2 ans à Chambéry, en alternance dans un pays étranger. L'année dernière, c'était en Ukraine. On choisit un thème et cette année, il nous a paru important de mettre en avant les femmes qui travaillent en montagne, qui conjuguent les contraintes que peuvent avoir les femmes, notamment les mamans, et les métiers de la montagne, pour démontrer que ces métiers se féminisaient et qu'on rencontrait de plus en plus de femmes dans tous ces métiers. Justement, les chiffres le montrent, hein, il y a elles sont de plus en plus nombreuses à travailler dans ce domaine. Qu'est-ce qu'elles apportent à ce milieu un petit peu rustre, on va dire? Alors rustre, macho, je ne sais pas comment il faut le qualifier. En tout cas, elles apportent une autre touche, elles apportent peut-être un petit peu d'intuition féminine. Et c'est vrai qu'elles font évoluer ces métiers qui étaient traditionnellement pour beaucoup des métiers d'hommes. Quelle est aujourd'hui la place de la femme dans le milieu de la montagne? Alors la femme dans le milieu de la montagne, aujourd'hui, elle est présente dans toutes les activités, hein. On aura des bergères qui sont en grand nombre, on aura des femmes pisteurs, des moniteurs de ski, guides de haute montagne. On a vraiment une vraie féminisation. Et elles viendront parler de leur place dans les sports outdoor, dans les métiers de montagne, dans les colloques, dans les soirées à thème, etc. Une femme sera d'ailleurs récompensée avec le prix Gilbertas pour son action au quotidien. Là aussi, c'est une vraie reconnaissance? Alors c'est une vraie reconnaissance. On voulait remettre le prix André Gilbertas. André Gilbertas était un des créateurs de Montanea. Et on voulait remettre à une femme. On a demandé qu'elle soit présentée par son employeur ou un organisme, parce qu'elle est particulièrement méritante à leurs yeux. Il y a un jury qui s'est réuni, qui a désigné une lauréate. Et donc on lui remettra, lors de l'inauguration officielle, son prix, qui est un prize money. Alors, autre grande thématique de ce film 2018, la Chine. La Chine qui s'ouvre de plus en plus à la montagne. Alors la Chine sera l'invité d'honneur du salon. La Chine, c'est un marché qui s'ouvre. C'est un marché qui s'ouvre pour les entrepreneurs français, mais c'est aussi des skieurs qui viennent dans nos vallées. Du côté de Val Thorens notamment, je sais que... Voilà. On aura aussi des délégations étrangères, une délégation libanaise, on aura des gens des Carpates, on aura des gens de Suisse, on aura des gens d'Italie. On essaye de réunir un grand nombre de massifs, puisque le but c'est aussi de trouver pour l'année prochaine un pays qui accueille le film. Pour en revenir justement à la Chine, tout le monde le dit, en 2025, la Chine sera la première destination mondiale. C'est preuve de l'importance qui est en train de prendre ce pays, notamment par rapport à ce qui nous intéresse, la montagne et les sports d'hiver.
Oui, tout à fait. Alors, il y a de vrais débouchés pour les entreprises françaises qui ont acquis un grand savoir-faire dans le milieu de la montagne, puisqu'il y aura des Jeux Olympiques en Chine. Et puis, il y a aussi une volonté de faire venir les Chinois qui skient, parce que très peu de Chinois qui skient, ça fait beaucoup de gens qui skient, de les faire venir dans nos massifs. Et d'ailleurs, à ce propos, il y aura une délégation de la province de Hebei, qui accueillera une partie des Jeux Olympiques 2022, qui sera donc présente au film. Tout à fait. Selon vous, le fait que la Chine se mette au sport d'hiver depuis maintenant quelques années, à la montagne, c'est une bonne chose, ça vous fait peur? Non, je crois que il ne faut pas avoir peur, hein. C'est une clientèle potentielle, aussi bien ici qu'en Chine. Ça veut dire que c'est un développement du ski à une échelle qui est à l'échelle de l'Europe par rapport au nombre d'habitants. Donc c'est très important qu'on développe des sports de montagne. Alors, plein d'autres animations de prévues pour ce festival, des tables rondes, des colloques, des assises du vélo électrique notamment. Alors, il y aura 3 événements majeurs, hein, les assises du vélo électrique. Et là, on va parler de l'essor du vélo électrique, de l'évolution du vélo électrique, de ce qu'il faut faire pour que les gens utilisent encore plus le vélo électrique, qui, je crois, est en train de se démocratiser fortement. Et puis une dernière chose, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous en profitez pour lancer officiellement donc, le Think Tank Montaner. Voilà. En quoi ça va consister forcément? Alors, ça sera un espace de réflexion. Cette année, on aura 2 thèmes. Un thème sur la transmission des entreprises pastorales. On aura une forte délégation des Pyrénées à la soirée du 6 qui viendra nous présenter un film sur ce sujet. La crainte, c'est une désertification de la montagne par les agriculteurs, sachant qu'il y a une tranche de population vieillissante. Et on souhaite proposer des mesures au pouvoir public pour encourager les gens à s'installer. Il y aura aussi des représentants du Valais qui viendront nous parler de ce problème qui est aussi très important dans le Valais. Et le deuxième think tank, ça sera un thème très particulier, ça sera les réseaux de radio associatifs de montagne, de secours, qui sont là des réseaux financés par des associations, utilisés par tous les gens qui ont besoin de secours et par les secouristes. Et il y a de gros enjeux, notamment au niveau financier, au niveau des changements de fréquence, avec des choses qui nous sont imposées, soit au niveau national, soit au niveau de l'Europe. Merci beaucoup Christophe Rousset. On rappelle les dates, le lieu du film 2018. Alors le film 2018, du 6 au 9 décembre à Chambéry, avec des animations gratuites pour les scolaires, des pistes de ski, des rochers d'escalade et bien entendu tous les colloques que vous avez cités. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Allez, on passe un petit changement de programme. On va intervertir, on va passer à la rubrique Bonne idée. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Balme-Frézol et Sophie Brovelli-Dumas. Bonjour. Bonsoir. Alors, déjà, je vais tout de suite vous apporter ça, parce que je sais que vous en avez besoin. Merci. Ça suffit, une table? Oui, oui, c'est bon. Alors, on a beaucoup parlé du défi zéro déchet sur 8 Mont-Blanc. Mais on avait envie aujourd'hui de passer dans le concret, dans le pratique. Déjà, un mot sur vous, avec vous, Élodie, vous êtes ambassadrice du tri au Grand Annecy. Oui. Un mot sur ce 4e défi zéro déchet qui se passe ici, chez nous. Alors effectivement, c'est le 4e défi déchet. Donc là, les inscriptions, le défi a démarré donc début septembre, mi-septembre jusqu'à mi-décembre. Donc pendant 3 mois, en fait, on accompagne les familles, elles pèsent leurs déchets, donc on leur a donné un petit peson. Et l'idée, en fait, c'est qu'à l'issue des 3 mois, elles aient réduit leur production de déchets. Donc, comment réduire ces déchets? C'est au travers d'ateliers. Donc, comme aujourd'hui, on va par exemple faire une petite recette simple. Du dentifrice, je crois. De dentifrice, voilà. Et donc vous, Sophie, vous avez participé au défi l'année dernière. Oui, tout à Et fait. cette année, vous avez intégré donc le collectif. Voilà, complètement. J'ai pris des bonnes habitudes lors du défi et voilà. Maintenant. Bah écoutez, je vous laisse faire. Ce que dit pas Sophie, c'est qu'elle a gagné le défi En plus. déchets. Félicitations. Merci. Voilà. Alors donc ce soir, une recette de Alors, dentifrice. dentifrice, donc du coup, on a amené des ingrédients, donc de l'argile blanche. Donc ça, c'est, voilà, on trouve ça donc, dans des magasins vrac. Donc, Il y en a de plus en plus sur Annecy. Il y en a de plus en plus. Juste pour en citer quelques-uns, donc le Day-by-Day, le local, Le local épicerie, oui. l'épicerie, et puis toute la chaîne de réseau Biocop en fait. Donc vraiment l'idée c'est d'arriver avec son propre bocal, son propre contenant
et de prendre ce dont on a besoin. Donc là, aujourd'hui, on a récupéré de l'argile blanche. On aura besoin aussi de juste un petit peu d'eau et du coup des huiles essentielles. Voilà, pour donner le goût. Alors l'idée, c'est de prendre de l'argile blanche. Donc là, on utilise un petit pot. Moi, je prends souvent voilà, un petit pot yaourt. Donc du coup, on recycle au maximum. Voilà, donc on prend un petit peu d'argile blanche qu'on met dans notre Ce sont des recettes relativement faciles. Voilà, le but, c'est de se simplifier voilà, la vie. C'est pas non plus d'avoir des recettes avec beaucoup trop d'ingrédients. Donc là, l'argile blanche, on rajoute un petit peu d'eau, simplement. Donc là, vous avez mis 3 cuillères, c'est ça? Voilà, à peu près, 3 petites cuillères. On prend juste notre petite cuillère à café, on mélange. Et donc l'idée, en fait, là, on commence à avoir une petite texture un petit peu, voilà, un petit peu pâte. Donc là, il n'y en a pas encore assez. Et on fait comme ça, ainsi de suite. En fait, on rajoute l'argile avec de l'eau pour avoir la texture qui va, du coup, ressembler à celle d'une pâte. Dentifrice. Une pâte dentifrice. Ouais. Donc voilà, Sophie, du coup, le fait chez elle. Voilà. En général, cette recette, elle rencontre un succès. Enfin, c'est assez facile à faire. Et pour le coup, c'est pas très compliqué, là. Non. Voilà. De l'eau, de l'argile et des huiles essentielles. Et puis, c'est pas onéreux non plus. Et on sait ce qu'on y met dedans. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc là, voilà. Après, je ne vais pas forcément remplir tout le pot. Hein. Les huiles essentielles, c'est vraiment que pour le goût? Pour le goût, ouais. Qu'est-ce que vous nous conseillez justement comme... Alors nous, on met souvent de la menthe. Les gens, ils aiment bien la menthe ou du citron. Oui, menthe poivrée, citron. Voilà. Donc là, on peut dire que la texture, elle est pas mal. Ah oui, effectivement, tout de suite, ça... Voilà, en fait, ça fait vraiment une petite texture pâte et c'est ça que les gens recherchent. Après, il y a d'autres recettes, sinon dentifrice. Oui, dentifrice tout simple, c'est avec de l'huile de coco. On frotte juste la brosse à dents avec de l'huile de coco. Voilà, c'est antibactérien. C'est bon si on aime la noix de coco. Voilà, tout à fait. Voilà. Après, on peut se faire une crème de jour, c'est tout bête. C'est de prendre du gel d'aloe vera avec une huile selon notre peau. Donc, soit de l'huile d'amande douce, soit de l'huile d'argan. Et puis voilà, on se fait notre crème de jour. Tout simplement avec peu de produits. La crème, là, au niveau de la recette, c'est quoi? C'est simplement se mettre un petit peu de gel d'aloe vera, un petit peu d'huile. Tout simplement. Voilà, matin, soir, et on a notre crème de jour. On mélange comme ça et est-ce que vous avez d'autres petits... Du coup, je vais juste rajouter on n'a pas fini avec le dentifrice. Alors, je rajoute juste 3-4. Hein, l'idée, c'est pas d'en mettre trop. Parce que c'est fort, généralement. Voilà, après, c'est assez fort. Donc voilà, du coup, et là en fait la recette elle est terminée. Donc vous voyez, ça a pris 2 minutes. Il n'y a pas besoin de la mettre au frigo. C'est une recette. C'est prêt à l'emploi? Voilà, directement prêt à l'emploi. Et puis on peut le mettre du coup sur notre coin, voilà, la salle de bain. Nous typiquement, on a un petit récipient comme ça, on est 2 et ça nous fait 15 jours. Enfin, c'est assez rapide. L'idée c'est pas d'en faire une trop grande quantité. Parce que. Pour pas qu'il y ait de pertes. Voilà. Ouais. Et donc là, voilà, le dentifrice il est fait et puis. Ouais, et toujours faire attention quand on fait nos produits, c'est de les sentir en fait. C'est c'est tout simple, c'est tout bête, pour pas qu'il y ait de soucis justement d'altération des produits. Pour en revenir aux huiles essentielles, par rapport aux femmes enceintes. Oui, attention. Donc c'est pas forcément conseillé. Oui, tout à fait. Femmes enceintes, enfants de moins de 7 ans. Donc voilà, on peut faire aussi ce dentifrice sans nature. Oui, nature. Nous dans les ateliers, là, du coup, je reconnais des photos d'ateliers. Des by-day, ça. Voilà, on a fait, voilà, c'est toi. Ah bah oui. Donc typiquement, là, on est en train de refaire la recette du dentifrice. Et certaines ont voulu une recette nature, donc on n'a pas rajouté d'huile essentielle. Un mot sur ce livre, le livre vert, le livre de chevet. Voilà, tout à fait. On est beaucoup à voir. J'ai commencé avec ça. Et donc là-dedans, il y a pas mal de recettes. On peut énormément de recettes. On peut le montrer à la caméra, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, tout à fait. Et puis Jérémy Pichon est venu en conférence l'année dernière, donc il nous a aussi dédicacé le livre. Mais voilà, c'est vraiment une base pour ceux qui commencent dans le zéro déchet. Il y a des recettes simples, justement. C'est vraiment le maître mot, simplicité. Camille me dit dans le réel qu'il est trop bien. Je confirme parce que je l'ai aussi, effectivement. Oui. Alors ça m'intrigue. Vous m'en avez parlé tout à l'heure avant l'émission. Voilà, on vous a ramené du coup, pareil, une petite recette simple d'un produit qu'on dit multi-usage. Bon, donc un produit nettoyant. Voilà, un produit nettoyant. Donc là, c'est le moment des agrumes. Donc par exemple, quand on mange notre orange ou notre citron, au lieu de le jeter
enfin le Ou composter, le composter. On met ça dans un petit bocal et puis on rajoute du vinaigre. Et on l'oublie sur notre sur Comme notre une sorte de évier. rhum arrangé, mais version Mais version produit nettoyant. exactement. Et du coup, donc au bout de quelques semaines, après on rajoute de l'eau, on filtre et après c'est un petit produit multi-usage qu'on peut compléter avec Un tawashi. Tawashi, ce sont donc les éponges qu'on tresse. Fait maison. Voilà. Donc avec des restes de chaussettes, de manches de vieux t-shirts. Donc on fait des éponges recyclées. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Eh pour ben, ces merci à conseils. vous. On espère que nos téléspectateurs les mettront en application. En tout cas, moi je vais essayer. Notamment le produit aux agrumes. Là. C'est Je pas vous mal, le ça. laisse. Ouais, je veux bien essayer. C'est bon. Et on va passer à notre dernière rubrique de la journée, Dans ma bulle, avec Vincent de BD Fugue. Salut Vincent. Tu n'es pas seul ce soir. Est-ce que tu peux nous présenter ton invité, Félix Méné, pour ceux qui ne connaissent pas? Il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas. Oui, est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas? Je ne sais pas, mais ça fait toujours plaisir de le représenter, parce que Félix Méné, c'est la star locale de la bande dessinée. On le connaît beaucoup, notamment grâce à Fanfou et Depnotas, qui est notre petit randonneur malicieux, on va dire comme ça. Star locale, star nationale aussi, Félix Méné, en fait. On le connaît beaucoup par ici, mais en réalité, il est très connu comme auteur de bande dessinée tout court. Notamment pour celles qui nous intéressent ce soir. Et notamment pour celle qui nous intéresse ce soir, Sauvage, qui est une nouvelle collection qui a démarré il y a quelques années, 5 ans. Sauvage, qui est une série qui a désormais 4 volumes. Le 4e vient de paraître. 4 volumes dont la première histoire était terminée en 3 tomes. Et le 4e redémarre un diptyque, c'est-à-dire une histoire en 2 tomes. Félix Méné, est-ce que ce tome 4 a été plus difficile à faire germer que les autres? Pas du tout. En fait, il s'agit de choses complètement différentes de Fanfoué. Fanfoué, Oui, là, c'est pour le vraiment coup, on la est- région, la rando, c'est de l'humour. Là, c'est pas drôle du tout. C'est vraiment une série d'aventures qui se passe au 19e siècle au Mexique. On peut dire que c'est un western napoléonien. Donc, il y a ce côté à la fois grands espaces et puis aussi l'aventure que tous ces Français, de corps expéditionnaires français sous Napoléon III, avaient été chercher dans ce pays. Et là, c'est pas vraiment dur. C'est-à-dire que l'éditeur nous avait demandé de faire une histoire en 3 albums qu'on a bouclés. Et compte tenu des résultats, ils nous ont demandé si on pouvait un peu prolonger, et ce qu'on a fait avec beaucoup de plaisir avec le scénariste Yann. Comment qualifier l'univers de Sauvage? Bien, c'est ça, c'est un western, sauf que pour la première fois, c'est le point de vue européen qui prime, c'est-à-dire qu'on a... Bon, c'est pas quelque chose qui a été très glorieux pour les Français, cette expédition au Mexique. Tout le monde se souvient de Cameron avec la Légion étrangère. Nous, on a essayé de faire quelque chose aussi avec un peu plus de distance, montrer vraiment la violence. C'était pas du tout une guerre coloniale, mais il y avait quand même des petits accents, justement, où les Français se croyaient vraiment, avec leur arrogance coutumière de l'époque, vouloir apporter la civilisation au Mexique. Et ça s'est très très mal fini pour eux. Comment elle a débuté? Comment elle se passe, cette collaboration avec Yann? Elle se passe très bien parce que j'ai commencé à bosser avec lui il y a 17 ans. Et donc on continue toujours dans des univers. Avant c'était l'univers de Diamantaire, contemporain. Maintenant c'est le 19e siècle et il y aura certainement d'autres choses qu'on va développer tous les deux par la suite. Vincent, comment tu l'as trouvé, ce tome 4? J'ai trouvé très surprenant, j'en parlais à Félix justement, c'est un western géopolitique en fait, Sauvage. C'est-à-dire qu'effectivement il y a tout un contexte mondial qui vient réunir un petit peu nos personnages principaux. Les 3 premiers volumes qui formaient une intrigue sur j'ai envie de dire une vengeance familiale. Il y avait vraiment un fil rouge qui était autour de tout ça et je me suis dit mais comment ils vont rebondir sur une nouvelle histoire? Tout était fait, j'avais l'impression en tout cas. Et non, c'était tous ces personnages qui étaient secondaires au premier abord, mais qui avaient une véritable identité quand même, qui d'un coup prennent toute leur importance, s'étendent complètement dans ce récit, et c'est un vrai, non seulement plaisir de les retrouver, mais en plus de voir comment ils peuvent évoluer et comment ils peuvent avoir une véritable incidence sur ce récit qui est, comme le disait Félix, dans un contexte historique pas très glorieux, qui plus est. Donc il y a beaucoup de ressorts de par la particularité historique, puisque le contexte est réel de cette histoire, et par l'identité de chaque personnage, ce qu'ils vont apporter de manière unitaire et globale. Félix, le monde du western, c'est quelque chose qui vous était familier? Mais bien sûr, parce que moi, ma génération a grandi avec les westerns. Forcément. Alors c'est vrai que tous les auteurs de bande dessinée de mon âge ont envie de faire un western. Il y a en France, franco-belge on va dire, il y a un auteur qui a fait le western ultime, c'est Jean Giraud avec Blueberry. Et c'est vrai que tout le monde, non pas essaie de s'approcher, mais essaie de s'approprier le genre.
Moi, ce que je voulais, c'est justement utiliser ça. Bien sûr, j'avais envie de dessiner des chevaux. Bien sûr, je voulais dessiner le désert. Mais j'ai pas fait de cow-boy. Hein. J'ai fait des Mexicains, certes, mais avoir ce côté un petit peu plus Frenchy, glamour. Et puis, il n'y a pas d'humour du tout. Donc, c'est vraiment un drame. Et ça me tenait à cœur. Suite, je fais Fanfouet d'un côté et je fais un drame de l'autre côté. Ça me va très bien. Justement, par rapport à Fanfouet, Vincent, on est très éloigné là, des aventures de Fanfouet. Oui, non, c'est plus comparable. On retrouve le trait, j'ai envie de dire même. On est très éloigné, mais il y a quand même des similitudes. Ah bon, On retrouve la patte. Félix Menet, il a un talent fou pour dessiner, donc de toute façon, effectivement, ça fonctionne dans les deux cas. C'est moins gros nez, moins caricatural. Mais c'est vrai que ça prouve aussi qu'on a un auteur complet, parce que je pense que personne peut être résumé à un seul aspect de soi. Et Félix, là, démontre encore une fois, effectivement, qu'il est un auteur vraiment complet au niveau de ses œuvres, de son style, et qu'il ne va pas, effectivement, faire que de l'humour, mais aussi des grandes épopées historiques. Auteur complet, mais est-ce que c'est un auteur à part ? Oui, c'est une question qu'on peut disserter pendant un certain temps. Ouais, je pense que ça peut être un sujet de philo même, mais en tout cas, c'est un auteur particulièrement talentueux, ça c'est sûr. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez annoncé donc en début d'interview, il y aura donc un tome 5. Il y aura un tome 5 qui est prévu pour l'année prochaine, qui va boucler l'histoire. Et on verra si on continue, si l'envie est toujours présente chez nous avec le scénariste ou chez l'éditeur. S'il veut continuer, on verra. Et vous, alors sans parler de Sauvage, l'envie de continuer à faire de la bande dessinée, j'imagine qu'elle est toujours présente. Ah mais c'est toute ma vie. Moi, depuis que je suis gamin, je rêve de ça. Avant, j'étais moniteur de ski. Donc j'ai commencé à faire de la BD vachement tard. Donc tous les bouquins que j'ai pas eu le temps de faire de 0 à 30 ans, je vais les faire maintenant. Donc Une BD sur le monde du ski, c'est quelque chose qui... Oui, alors j'avais fait ça, j'ai démarré paradoxalement, je connaissais pas très bien les univers à utiliser, donc j'avais démarré avec une série sur le ski, où il y avait un jeune moniteur de ski des années 60 qui rencontrait une journaliste parisienne qui détestait ça, qui détestait le ski donc, et j'avais fait un peu la confrontation des deux mondes dans les 60s, et c'était ma première série chez Dargaud, ça s'appelait WM. Vincent, l'actualité là au niveau de BD Fugue pour les fêtes? Il y a beaucoup de choses avec ça. Là, déjà, on est couvert de bandes dessinées extraordinaires, d'intégrales, de coffrets. Enfin, c'est Noël toute l'année déjà chez nous, mais alors là, c'est vrai que ça prend une dimension incroyable. Et puis beaucoup d'événements. Et parmi les événements qu'on va avoir, Félix pourra rencontrer ses lecteurs et ses lecteurs rencontrer Félix Menet le 15 décembre à la librairie. Le fait d'être connu au niveau local, mais aussi au niveau national, pour vous, c'est une fierté d'avoir réussi à exporter le pays savoyard? Je suis très fier. Fanfouet est traduit en allemand, c'est génial. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas comment ils ont fait, je ne lis pas l'allemand. Mais je trouve ça génial parce que l'identité savoyarde, elle est très forte. Mais c'est vrai que par le biais de l'humour, on peut faire passer plein de choses, aussi bien qu'elle soit à la fois très rustique, mais Fanfouet, ça reste quand même un personnage qui regarde ce qui va se passer demain. C'est ça qui l'intéressait pas. Hein. Le gars qui va dire c'était mieux avant, loin de là. Donc, je suis très fier parce que mes voisins, quand ils me voient, ils me disent « Ah, on a vu dans le journal ce que tu as fait, tu t'es pas foulé cette semaine, au contraire, c'était rigolo. » Et ça, il y a un retour immédiat. Alors que quand je fais un bouquin, ça me prend 8-10 mois pour le faire. Il y a beaucoup plus d'énergie pour avoir la réaction des lecteurs. Justement, les séances de dédicace permettent de retrouver les lecteurs et de savoir ce qu'ils ont pensé du travail. Alors que la publication dans la presse, c'est immédiat. Quel personnage vous ressemble le plus, Fanfouet ou Sauvage? Les deux, j'espère. Un mix? Oui, on est un mix. On met un peu de soi dans chaque personnage qu'on crée. Même la petite Esmeralda, j'ai mis un peu de moi, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Pour cette sympathique interview. Donc on rappelle la séance de dédicace, notamment pour Félix. Samedi 15 décembre, après-midi. Voilà, ça j'ai passé amis aux amateurs. Merci. Merci. À bientôt. J'accueille Fanette pour le rappel des titres. Salut. Alors, je suis un peu perdu parce que du coup, on a un peu changé. Donc, on va parler notamment ce soir des Gilets jaunes, mais en deuxième, j'ai perdu le premier. Le premier, c'est l'exercice incendie du côté dans le centre-ville d'Aix-les-Bains. Un exercice grandeur nature. C'était une première pour la ville. Et puis donc, les Gilets jaunes avec un village sympathique du côté de Margencel. Voilà, village d'irréductibles gaulois. Ils se définissent comme ça. Et ils sont en relais depuis une dizaine de jours, donc ils se sont vraiment organisés. Donc on verra ça, c'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Merci beaucoup Fanette. On se retrouve dans quelques minutes, ne quittez pas, pour le journal de la rédaction. A tout de suite.